Bonsoir tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine et une nouvelle émission Radio Libre où on va discuter ensemble de l'argent. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Oh là là, mais quel sujet fabuleux que l'argent. Je vais vous dire un truc, c'est que j'ai découvert le rapport à l'argent il y a moins d'un an, pour vous dire, à 43 ans. Est-ce que c'est un hasard le fait qu'on parle de tunas en fin de mois? Déjà, le vrai sujet, c'est que quand j'ai commencé à creuser un peu le sujet, je me suis dit, c'est quand même ouf à quel point on appelle l'argent par plein de façons, et notamment la thune, le blé, la moula, enfin bref, le simple fait de ne pas l'appeler l'argent, et de trouver des façons de l'appeler autrement, c'est déjà en soi une vraie info. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tabou. Voilà, exactement comme tu dis, c'est vagabonde. Moi, mon but, c'était de ne plus avoir à regarder mon compte en banque. Ça aussi, c'est un vrai sujet. La vraie question, c'est est-ce que si tu avais plus d'argent sur ton compte en banque, tu serais peut-être quand même malgré tout angoissé? On ne sait pas. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a un vrai truc où, à partir du moment où tu as de l'argent, tu vas commencer à en dépenser plus assez naturellement et de ce fait-là, à être angoissé. Je crois que quand tu es angoissé par l'argent, de toute façon, tu seras angoissé tout le temps par l'argent. Et en fait, je vous raconte tout ça pourquoi. Mon objectif est de sortir là dans les mois à venir un podcast sur le rapport à l'argent et un podcast qui s'appellerait Histoire d'argent, qui va s'appeler Histoire d'argent d'ailleurs, et que j'aimerais sortir et vous proposer différentes interviews de personnes qui ont des rapports complètement différents à l'argent, qui ont aussi des situations financières extrêmement différentes et de les faire un peu cheminer sur leur rapport à l'argent parce que c'est un truc dont on ne parle jamais, auquel on réfléchit assez peu et surtout où il y a beaucoup d'héritage inconscient où on finit par se rendre compte, j'ai fini moi par me rendre compte qu'il y avait énormément de choses qui me venaient de mes parents, quoi, tout simplement, comme souvent d'ailleurs. Quand j'étais encore un enfant, mon père, je me souviens qu'il était allé il avait été faire une mission, il faisait ça assez rarement et il était revenu avec 600 francs de frais de déplacement. Et en fait, il avait 3 billets de 200 francs. Il nous avait donné à chacun d'entre nous, à mon frère, ma sœur et à moi, un billet de 200 francs. Ce billet de 200 francs, je ne sais pas quel âge j'avais à l'époque, peut-être 10 ans, je l'ai gardé pendant des années dans mon petit portefeuille. C'était un truc de ma boule. Et aujourd'hui, mes filles, elles ont une carte bleue. En fait, leur argent, il est sur un compte en banque. Et moi, quand mes filles, je leur offre quelque chose, je leur paye en carte bleue. Et quand j'ai besoin de leur filer de l'argent, je leur vire des sous sur leur compte en banque. Donc c'est vrai que l'aspect dématérialisé de l'argent aussi, il le rend beaucoup moins physique, quoi. Et ça aussi, c'est un vrai truc aujourd'hui à l'heure du tout électronique et du tout digital. Je me souviens très bien que le jour où j'ai dû dépenser mon billet de 200 francs quand j'étais gamin, ça a été un vrai truc de prise de tête de qu'est-ce que je fais avec cet argent, quoi. Parce que c'était ma fortune, quoi. 200 francs, ça fait 30 €. Je sais pas si c'est quelque chose qui évolue, tu vois, avec les générations, mais moi, c'est vrai que ça m'a toujours assez embêté, en fait, en France, que ce soit tabou, genre, moi, dans ma famille, on a toujours été assez ouvert sur l'argent. Mes parents, ils ne sont jamais cachés à ma sœur et moi combien ils touchaient. Ma mère était ouvrière pendant 17 ans en usine. Mon père était fonctionnaire, alors il n'a pas fait l'ENA ni rien, il est fonctionnaire anciennement chez France Télécom au PTT et maintenant il bosse dans chez Orange en fait, qui a racheté France Télécom. Je crois qu'à deux ils doivent toucher moins de 5 000 €, tu vois, par mois, et ça a toujours été le cas depuis qu'on est gamin avec ma sœur, et c'est jamais été quelque chose qu'ils nous ont caché. Au contraire, ils nous ont toujours expliqué que des fois les fins des mois c'était compliqué, qu'il fallait faire des budgets. Je me rappelle, genre quand j'étais en primaire, il y avait eu des années, je pense que ça devait coïncider un peu avec la crise de 2008, etc., où c'est vrai que c'était vraiment des années assez compliquées, parce que moi, petit arbat, n'est-ce pas, je volais les 2 € par-ci par-là pour aller m'acheter des cartes de catch et des bonbons pour aller à l'école primaire, et en fait à côté mes parents faisaient un budget genre en mode alors attention, on fait attention et tout, quoi. Bon, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Qui ne l'a pas fait Voilà, n'est-ce pas, mais c'est vrai que ma mère, quand elle s'est rendue compte que j'avais en fait plus de 100 € de cartes de catch, elle était en mode mais comment tu les as achetées? Comme ça. Ouais, donc bref, après voilà, c'est des petits soucis, mais donc voilà, en fait ça n'a jamais été un problème dans ma famille, un tabou ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que dès que j'en parlais avec soit des copains, des gens, dès que tu poses des questions par rapport à l'argent, on va te prendre pour quelqu'un qui est assez vénal, qui est en mode mais genre c'est ma vie privée, j'ai pas à dire combien je gagne, etc., alors que je trouve ça vachement dommage. Parce qu'en fait, par exemple, dans une entreprise, le fait de discuter avec tes collègues combien tu gagnes, c'est hyper intéressant. Moi, perso, dans ma vie, j'ai jamais eu à négocier un salaire, parce que j'ai bossé en tant qu'intérimaire à l'usine,
j'ai bossé en job étudiant, donc MDR, tu veux négocier un salaire, on te dit bonne soirée, au revoir, il y en a 10 derrière vous qui attendent. Donc c'est pas du tout quelque chose auquel je pensais. Et là, j'ai eu la chance de décrocher un job qui est vachement cool, et j'arrive à la fin du processus de recrutement, et la recruteuse me demande combien est-ce que je souhaite toucher. Alors je lui dis je sais pas, 3000. Elle me dit 3000, parce que c'est une boîte américaine. Donc pour eux, si tu veux, ça marche à l'année, ça marche pas au mois, Ah oui. et ça marche en brut, chose que je ne savais évidemment pas non plus. Donc elle m'explique que faut donner un montant à l'année. Alors je fais une calculation vite fait, tu vois, je lui dis 30 000. Elle me dit ça va pas être possible. Je dis moins, c'est pas grave, hein, moi, ça me dérange pas non plus et tout. Elle me dit non mais on fait pas aussi peu en fait. Et c'est vrai que ça m'a assez choqué, tu vois, comme truc où j'étais en mode mais en fait j'étais pas du tout renseigné sur quels étaient les salaires de base là-dedans. Et dans ma clause de contrat, il y a une petite phrase qui est bien sympa qui explique qu'on n'a pas le droit de discuter de notre salaire avec nos collègues. Donc moi quand j'ai vu ça en tant que Français, j'étais un peu mort de rire, j'étais en mode vas-y, on va voir. Bon évidemment j'en ai pas encore parlé, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant je trouve pour savoir un peu ta valeur en fait sur le marché du travail, et c'est un moyen qui est assez intéressant juste de pouvoir en parler quoi. Donc je suis assez content dans tes podcasts, tu en parles aussi beaucoup, d'essayer de démystifier ce rapport à l'argent et de poser certaines fois des questions sur Histoire de succès. Alors j'ai pas les épisodes en tête, mais je me rappelle que t'en as déjà parlé avec quelques invités, et moi ça m'a toujours saoulé en fait de voir d'entendre ce discours de non mais l'argent, ah non mais si je dis combien je touche, combien je gagne, pardon, les gens vont être jaloux. Et en fait je pense que c'est ça qui fait qu'on a un tabou horrible avec l'argent, c'est que toutes les personnes qui en gagnent un peu ont peur de dévoiler leur salaire parce que y a 3 connards en manif qui vont brûler une Porsche, tu vois, genre je comprends aussi, tu vois, genre forcément ça touche à ta vie privée, à ce que tu vas gagner et tout, mais je pense qu'on gagnerait beaucoup plus en tant que société de savoir à peu près où on se situe tous, plutôt que d'être dans le flou et de se baser sur des on-dit, genre les salaires des youtubeurs, tout ça, tu vois, c'est que des on-dit, en vrai on n'en sait pas grand chose, et j'aimerais bien qu'il y ait une espèce d'ouverture par rapport à ça, pour que les gens se rendent vraiment compte de comment un business fonctionne, de combien ils payent en impôts, de combien ils reversent à tels organismes, etc. Et c'est vrai que c'est assez dommage que ce soit pas le cas, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas en France très très bon sur tout l'aspect d'économie d'entreprise d'une manière générale, mais je crois que ça va aussi avec le fait que l'argent soit un gros tabou dans notre société. Par exemple, moi il y a un des trucs que j'aimais bien faire en tant que patron chez MAD, c'était d'expliquer à mes salariés combien elles coûtaient à l'entreprise, c'est-à-dire combien leur salaire coûtait d'une manière générale, et de voir un petit peu le delta entre ce qu'elles pouvaient avoir elles sur leur compte en banque et combien toi tu payais pas moi, mais la boîte, combien est-ce que la boîte payait, si tu veux. la boîte, et ça permettait de pouvoir de pouvoir un peu mettre en perspective. Et je crois que d'une manière générale en France on n'explique pas assez. Forcément le salarié il voit à la fin ce qu'il y a dans son compte en banque, mais derrière il y a plein de charges et de trucs que tu payes aussi toi en tant que patron, à la fois pour ce qu'on appelle les charges sociales, que tu payes aussi au nom de la boîte pour les salariés, et que tu payes toi en tant que patron aussi, quoi. Tu fais à peu près le double, x2. Quand j'ai reçu ma première fiche de paye, donc j'étais intérimaire en usine dans la plasturgie, parce que chez mes parents dans le Rhône-Alpes, dans la Plastic Valley, n'est-ce pas? Yes. Il y avait que ça, ça c'est Oyonnax, je sais pas si jamais des gens connaissent, et il y avait que ça quoi, donc pour des gens sans diplôme, etc. Moi en tant que étudiant l'été c'était parfait, et c'est vrai que j'ai reçu ma première fiche de paye, et en vrai mais je comprenais que dalle quoi, enfin vraiment tu vois toutes les lignes, tout ce qui est écrit dessus, je comprenais pas, et tu vois le net à payer, alors tu vois le brut, ce que tu ressens en brut, tu te dis waouh c'est trop bien et tout, après tu vois le net, tu fais mais elles sont parties où les pépettes quoi. Et j'ai trouvé ça assez dommage, tu vois, moi j'ai fait un bac ES, et on nous a pas expliqué par exemple genre comment se crée une fiche de paye, comment on la lit, et comment ça fonctionne quoi. Et c'est vrai que encore aujourd'hui, maintenant que je bosse à l'étranger, les fiches de paye sont encore différentes, et c'est vrai que il m'a fallu 3 mois pour les comprendre en fait, tu vois. J'étais en mode mais où part mon argent, alors que bon c'est tout expliqué quoi. Mais c'est vrai que c'était je trouve quelque chose d'assez dommage, tu vois, même en économique et social à l'époque, je sais que maintenant ça n'existe plus, on nous explique pas tout ça, tu vois, genre comment ça fonctionne. Alors on nous explique la dette, les obligations, ce genre de choses, je me rappelle absolument pas, mais tout ce qui a trait au réel, à notre vie professionnelle plus tard, on n'en parle pas, et c'est assez dommage quoi. Je suis bien d'accord. En fait, mes parents, du coup, l'argent a toujours été
un fight, même si pas manqué de grand chose. Ça a pas mal formé ma vision de l'argent où je ne voulais plus jamais en entendre parler de problèmes en fait d'argent quand je serais vieux. Pour dire en fait quand du coup mes parents étaient divorcés, donc pour les pensions alimentaires et tout, c'était le bordel. Et même pour mes études, quand ça a été mes études, j'ai fait un emprunt étudiant pour plus que mes parents me parlent de qui doit payer quoi. Que même en faisant cette décision, en fait, mes deux parents sont mis dessus et mon père m'a plus ou moins mis en justice en disant en gros, il avait dit qu'il avait payé une année et finalement, il a changé de taf, il a dit qu'il pouvait plus. Donc, il m'a demandé de rembourser la première année de mes études. J'ai fait des écoles privées de cinéma, donc c'était Holy shit. 6 000 euros, quoi. Ton père t'a traîné en justice? Un petit peu, ouais. Via ma mère, quoi, mais c'était en gros pour que je rembourse 6 000 euros d'études. Et comment ça se passe dans ta tête quand ton père... Bon, j'ai fait une pause de 2 ans parce que, enfin, je lui ai pas parlé pendant 2 ans parce que en fait, l'école de cinéma, les débouchés, tu sais que il y a pas 10 000 places, donc il faut bosser et donc j'ai fait une grosse pause où j'ai juste bossé. Surtout qu'à ce moment-là, c'est un peu personnel, mais ma mère a eu des problèmes et tout, et enfin en fait il y a eu plein de soucis familiaux qui se sont ajoutés, donc il y a un moment je rentre dans ma bulle, je fais juste mes études, et même quand je sortais de mes études, aucun de mes deux parents voulait que j'aille à Paris pour bosser, donc je commençais à regarder comment me loger dans les églises ou des trucs dans ce genre quoi, ou des canapés. Tu viens d'où, Winnie, pardon? Je viens de Bretagne. Pour moi, le but, c'était que dans ma vie, après, j'ai plus à demander, d'être indépendant, de plus demander d'argent à mes parents. Au cinéma, tu gagnes pas très bien ta vie, quoi. Genre, tu es junior, donc tu arrives à Paris, tu gagnes 1800 net avec les appartes. Moi, j'avais pas de cautionnaire, j'avais rien, donc c'était complexe. Et après, j'avais un emprunt d'étudiant du coup de 10 ans, donc il fallait que je rembourse tout. Le jour où j'ai pu aller regarder mes comptes, que j'avais pas à manger juste des pâtes le soir avec c'était un morceau de jambon pour agrémenter, je me sentais bien avec moi-même, et j'essaye de temps en temps de gagner beaucoup d'argent ou moins. En fait, là par exemple, j'ai eu un petit burn-out, donc j'ai demandé un taf avec moins d'argent pour avoir moins de responsabilités. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu ce que tu fais, Winnie, dans la vie? Je bosse dans les effets spéciaux dans le cinéma et le cinéma d'animation. Je suis spécialiste de l'animation des vêtements et des poils. J'adore quand tu dis ça. Je suis spécialiste voilà. des poils. Oui, nickel. Et maintenant, avec ma spécialité, je gagne très bien ma vie. Là, par exemple, je suis en train de négocier peut-être pour l'Australie, et c'est c'est combien, 70 000 euros par an, qui fait du 5-6 000 par mois, quoi. Ce qui est vraiment bien, quoi. Alors déjà, je voulais te féliciter, et tu t'es géré tout seul, quoi. Bah, mes parents m'ont quand même, enfin, tu vois, ils manquaient pas, tu vois, genre, c'était juste que j'étais entre leur fight de qui doit payer quoi, enfin, c'était toujours ça. Et par exemple, mes grands-parents m'ont donné un moment, je devais aller en Écosse, en fait, pour mes 18 ans, parce qu'il y a une paire de grands-parents qui m'avaient filé 2 000 euros pour partir en Écosse. Parce que je leur avais dit que c'était un peu mon voyage de rêve. Et en fait, j'ai tout dépensé en fournitures scolaires, en dessin et tout ça, quoi. Si tu veux, moi j'étais en galère d'argent, mais j'avais mes parents, je vivais chez mes parents. Et c'est Ouais. eux qui assumaient tous mes frais, si tu veux. Même mes crédits, des fois, plein de fois. Et toi, du coup, t'as pas eu cette chance-là. J'aurais pu leur demander. Mais en fait, c'est conserver ce lien d'argent. Il y a plein de fois où j'ai refusé. Il y a même un moment où, enfin, du coup, dans ma carrière, il y a un moment où j'ai quitté un taf parce que j'aimais pas du tout la boîte. Et je savais que ça me foutait dans la merde. Et j'étais en train d'essayer de commencer à vendre. Je jouais de l'accordéon, donc j'ai commencé à essayer de vendre mon accordéon pour payer mes loyers, quoi. Et, je commençais à chercher ce que je pouvais vendre pour continuer, quoi. Et tu t'en es sorti tout seul, quoi. Je dirais pas tout seul, il y a toujours des gens, même si c'est pas forcément d'aide financière, mais disons que j'ai réussi à garder mon indépendance, quoi. Parce que si moi j'avais pas eu mes parents, je serais SDF, clairement. Mais à tout moment, en fait, j'avais la chance, en quelque sorte, si c'était vraiment personnel, où je ne voulais plus avoir aucun rapport d'argent avec mes parents, pour être bien. Mais à tout moment, je sais qu'ils étaient là en backup, quoi. Donc il y a quand même une charge mentale qui est différente, je pense, que de se dire, mes parents sont jamais là pour me backup, quoi. Même si J'ai l'impression que ça joue pas mal, ça aussi, en vrai. Moi, c'est pareil, j'ai jamais aimé demander quoi que ce soit à mes parents, argent et tout. Et quand j'étais au Portugal et que, en vrai, c'était uniquement de ma faute, que j'avais pas de thunes à la fin du mois, puisque je fumais beaucoup trop.
et j'osais pas demander quoi que ce soit à mes parents, mais le fait de les savoir derrière et de me dire que si jamais vraiment je suis dans la sauce, en fait, ils seront derrière moi et pourront m'aider. C'est vrai que ça m'avait quand même pas mal déstressé du truc. Je sais pas si c'était pareil pour toi, Winnie. Ça t'avait aidé un peu, enfin genre de les savoir derrière au cas où, ou vraiment tu pensais pas quoi. Pour moi, c'était une vraie source de stress de devoir un jour leur demander de l'argent, quoi. Surtout avec mon père, je sais que tout ce qu'il peut me donner, ce sera une charge où il va me dire, t'as vu ce que j'ai fait pour toi? Et je Oui, savais ça allait te que revenir dans la qui- tronche ouais, plus tard. ça. Quoi. Alors je D'accord. tiens à expliquer à tous les enfants qui sont ici sur le chat que vous n'avez rien demandé. D'accord, vous n'avez pas demandé à venir au monde, déjà de base. Donc, Alors, Ouais. Venir sur la vasectomie, ça y est. vous ne devez rien à vos parents. Non, mais vous ne devez rien à vos parents. Je crois que c'est un vrai truc qu'il faut expliquer aux enfants. Ouais, mais en fait. c'est pas comme ça que les parents, des fois, le perçoivent. Bien sûr. Mais après, toi, en tant qu'enfant, tu as le droit aussi de faire ce chemin-là que eux vont peut-être pas faire de leur côté. Et déjà, Ouais. de t'enlever ce poids de culpabilité. Je dirais, c'est pas simple tant que t'es pas autonome, quoi. Ouais, et c'est pour ça que je te disais, pour moi, il y a un vrai truc de, il y a un vrai truc de réussir à. Lucille dit, tu mets le doigt sur tout le bordel. Bah oui, bien sûr. Je sais bien que c'est comme tu dis, Winnie. Tant que t'es pas autonome, mais en fait, tant que t'es pas autonome, tes parents doivent subvenir à tes besoins, en fait, tu vois. Et que ton daron vienne te demander à rebours 6000 balles, et en fait, pas forcément à toi. En plus, j'imagine que c'est pour faire chier ta mère, d'une manière ou d'une autre. Oui, c'était ça. De venir t'emmerder toi alors qu'en fait t'as rien demandé. Encore une fois, t'as pas demandé à venir au monde. Je n'imagine même pas dans quel état psychologique ça te met vis-à-vis de ta propre existence sur la planète, quoi. Tu vois, en tant qu'enfant. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment dissocié moi, mes parents en tant qu'humains, où je les voyais bien pour moi, c'était deux humains qui se fritaient, quoi. C'était c'est pas deux inconnus, mais c'est deux personnes que tu connais ils ont perdu un peu l'objet parent à ce moment-là, en fait. Ouais, je comprends. Moi, je veux faire mon truc. Ouais, tu t'es rendu compte qu'ils étaient vraiment humains en mode comprends un peu. Les parents, disons, ont un statut toujours un peu au-dessus, enfin un truc particulier. C'est vrai que, à ce moment-là, ouais, moi, là, clairement, je m'en suis vraiment défait de ce truc où pour moi c'était deux autres humains. Quand j'étais plus jeune, j'ai plus vraiment de souvenirs, mais à partir de 15 ans, j'ai fait pas mal d'arbitrage. De matchs de basket. Bah, je dois remercier mon père parce que déjà de base quand j'avais 15 ans j'avais pas mon permis mais tu peux quand même commencer à arbitrer des matchs de petits quoi et ça permettait de pouvoir gagner des sous et donc en fait le pauvre il me baladait à droite à gauche pour venir voir les matchs de basket et voir comment j'arbitrais. C'était cool parce que lui il me permettait de pouvoir gagner des sous grâce à ça quoi. Et à la fin même je finissais par me faire alors j'ai plus en tête les chiffres mais il y avait des matchs, il y avait des week-ends où je faisais genre 2-3 arbitrages et bah franchement ça finissait par bien gagner ma vie quoi, c'était sympa. Donc c'était en francs mais je crois qu'il y avait des week-ends où j'arrivais à me tirer genre 300-400 balles quoi, parce qu'en plus ils te payent les frais de déplacement donc 300-400 francs, ce qui était plutôt très cool quoi. Ouais parce que je crois que tu gagnais 100 francs par match. J'ai castré des maïs pour me payer une PlayStation 1. T'as castré des maïs, ça veut dire quoi? Et les maïs mâles, faut enlever le pistil. Et tape en fait. Voilà. Et faire les maïs en plein été en Ardèche, c'est chaud. Pour gagner 1665 francs, ce qui coûtait le prix d'une PlayStation 1 en France. Oh là là. Alors vas-y, vérifie par contre, parce que là peut-être je te dis une connerie, mais vas-y, vérifie. 2099 francs. Ah putain, tu vois, j'étais à 1900 moi. Encore peut-être. plus cher. Non mais les prix c'était hallucinant. Tout l'été en Ardèche, j'ai fait les maïs, mon gars. Et je me suis payé ma PlayStation. Putain. Et j'ai compris la valeur du travail. Ah bah ça, oui. Moi, j'ai fait travail d'intérim post-bac. J'ai dû répartir sur un parking, je sais plus, il y avait 70 tonnes de cailloux. La vache. Ah. C'était beaucoup de cailloux. Mais comment de quoi tu répartis les cailloux? C'est une pelle, une brouette, et en fait il y avait un immense tas de cailloux que hop dans la donc brouette. Littéralement tu les as répartis genre à la main, c'était chaud. Oh 70 tonnes. On peut faire un concours. Ouais, vas-y. Faire de l'or en BHO au plein mois d'août. Mais arrête de dire des trucs. Faire de quoi? De quoi? Faire de l'enrobé chaud en plein mois d'août. De l'enrobé. Ah, l'enrobé à chaud, c'est la route ça? Ouais. Non? Ah. À la main. Moi j'ai fait des routes comme ça moi, en plein mois d'août. Poser des bordures aussi. Enfin, j'ai fait plein de bordel moi.
Moi, j'ai eu le droit de travailler à la cueillette J'ai des été carottes. endetté toute ma vie, moi, donc j'ai dû bosser comme un fou. Bah ouais. Non, je disais, il y a Valentin qui dit, moi, j'ai eu le droit à la cueillette des carottes. C'était passionnant. J'espère que t'as jamais tourné dans un film pour adultes parce que Fab Google tous tes jobs. Très bien. On va faire un live spécial, vos jobs d'été ou vos jobs les plus nuls. Ok. Mais vas-y, cherche éviscéreur de truite. Oh non, mais Voilà. C'est mon premier job intérim. Je te jure, vas-y, cherche éviscéreur de truite. on va pas regarder. Je vais me faire striker ma chaîne, moi, tu sais. Pour moi, l'argent, c'est en papier. Je comprends pas pourquoi il y a autant de problèmes alors qu'on pourrait juste en imprimer plus. C'est vrai. Et je ne suis pas économiste, mais je crois que l'une des raisons pour lesquelles on n'imprime pas plus d'argent, c'est qu'après, de ce fait-là, l'argent perd de sa valeur. Plus il y en a, plus l'argent monétaire perd de sa valeur. C'est comme l'offre et la demande. D'inventer l'inflation. Mais sinon, on pourrait faire du troc. On serait mais c'est une autre société. Je vous parlais tout à l'heure de mon fameux podcast que je voudrais lancer très prochainement sur le rapport à l'argent. L'un des profils que je voudrais avoir, c'est quelqu'un qui est rentier et qui a jamais eu besoin de travailler de sa vie, qui est né avec beaucoup d'argent et qui a été élevé par des parents qui avaient beaucoup d'argent, et d'explorer un petit peu le rapport qu'ont ces gens généralement à un rapport très utilitaire au sous, et qui leur est venu depuis qu'ils sont nés en fait. Au final, limite le rapport qui paraît le plus sain par rapport à ça, j'ai l'impression, où ça te permet de faire littéralement ce que tu veux, selon ta manière de voir l'argent, ce qui va fixer ta relation avec, quoi. Et c'est vrai que c'est assez tendu, quoi. Tu te dis, ouais, si jamais je vois l'argent comme la pire chose au monde, bah forcément, j'aurais pas forcément envie d'en avoir et je vais détester les gens qui en ont. Alors que si tu vois ça littéralement comme un moyen et que pour toi c'est normal d'avoir des millions sur ton compte et de recevoir, je sais pas, 30 000 euros par mois d'intérêt, c'est vrai que ça doit être c'est assez intéressant comme position, j'aimerais bien l'entendre, j'avoue. En fait, j'ai deux profils en tête. J'ai une personne qui a gagné genre à l'euro-million à la loterie, quoi, tu vois. Et là, ça lui tombe d'un coup dessus sans qu'il ait rien fait de particulier. Et j'ai un autre profil en tête de quelqu'un qui a bossé pendant des années, qui a monté une boîte et qui l'a vendu des dizaines, des centaines de milliers d'euros. De millions d'euros, pardon. C'est clair, ça doit être super intéressant. Comme voilà. Je crois que c'est aussi ton rapport aux gens qui changent. Les gens qui viennent te voir en disant... J'ai pas un rond et je donne plein d'abonnements. Alors là, si je suis millionnaire, mon gars, je te garantis ta chaîne... Bah tu deviens mon mécène. Alors là... J'ai pas gagné. Coneco, j'ai pas gagné des centaines de millions d'euros avec Mademoiselle, hélas. Et l'hérésie. Bah oui, je sais, mais bon, c'est comme ça. On fait comme on peut avec ce qu'on a. C'était pas le billion ou rien, franchement, vraiment. Où est Marco Zuckerberg? Bah ouais, mais non. Et en fait, l'un des trucs aussi dont je me suis rendu compte, c'est que si j'avais fait ce travail-là quelques années avant sur mon rapport à l'argent, je crois que j'aurais vendu Mademoiselle beaucoup plus cher. D'ailleurs, c'est un truc. Alors, je sais pas si t'as signé des non-disclosure agreements avec les racheteurs de Mad, mais comment ça se passe, genre mettre un deal en place comme ça pour vendre une société? Enfin, déjà, comment t'en viens à discuter argent et tout, et comment c'est une négociation genre basique, ou c'est un truc qui dure des mois, il y a beaucoup d'allers, de retours, comment je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. C'est une négociation basique, mais qui dure souvent un an. C'est-à-dire que globalement, la durée, et c'est pareil pour moi, c'est qu'en fait j'ai rencontré ces mecs-là en septembre et on a signé en juillet. Alors après, on est allé très vite parce qu'on était prêt à signer fin mars, mais il y a eu le confinement, donc ça a été retardé. Mais sinon, c'est parce que moi déjà de base j'étais vendeur, que je savais à peu près combien je voulais, que je savais à peu près ce que je voulais faire, comment je voulais sortir. Là où quand t'es dans des approches plus floues, où t'as soit une partie soit l'autre qui sait pas exactement comment ça va avancer, ça peut être plus long. Ouais. Et non, je peux pas vous dire combien je l'ai vendu parce que ça pour le coup j'ai une clause. Voilà. Mais j'aurais adoré vous dire combien je l'avais vendu parce que ça aussi. Pardon, excuse-moi, vraiment. Je suis le teubé de l'histoire. Mademoiselle.com, on parle là. Tout à fait. D'accord. C'est toi qui... C'est moi qui ai fondé Mademoiselle.com. D'accord. Tu savais ou pas? Non, parce que... Mais je savais, parce que j'ai suivi tes lives assidûment et je savais qu'on a parlé beaucoup. Okay. Mais je ne savais pas que c'était toi qui étais à l'origine de ce projet. J'ai créé le bordel en 2005. T'es un génie. Ouais, ça va aussi. Mais c'est génial. J'ai l'honneur de parler à ce monsieur, quoi. Je veux dire, bon, ok. Super.
Bon voilà, c'était. Mais en fait, oui, j'étais en train de dire, merci Adras, c'est cool. Mais j'étais en train de dire que j'aurais bien aimé vous expliquer, enfin vous dire combien je l'ai vendu, parce que il y a aussi un vrai rapport à combien vaut ma boîte. En fait, ma boîte fondamentalement, c'est un truc que j'ai monté de rien du tout dans mon grenier. Fondamentalement, elle avait une valeur infinie. Et il y a un moment donné où dans ma tête, ça a switché et d'un coup d'un seul, elle commençait à valoir un truc. Parce qu'en fait, j'avais décidé de vendre. Mais globalement, je crois qu'un an avant, ma boîte, j'aurais pu la vendre 10 fois plus cher. En tout cas, je ne l'aurais pas vendue moins de 10 fois plus cher. Et donc, je ne l'aurais pas vendue, potentiellement, parce qu'il n'y avait personne pour l'acheter 10 fois plus cher. Et ta clause, elle dure combien de temps ? Enfin, c'est dans une certaine durée ou t'es à vie, tu peux rien dire ? Je t'avoue que je sais pas. Et je vais m'enseigner, c'est intéressant. Ça pourrait créer une vraie discussion intéressante, notamment par rapport à l'idée qu'on peut avoir. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que les Français avaient vraiment une idée de, comment dire, une culture de l'économie de l'entreprise vraiment naze. Et là, typiquement, ça fait partie des choses où je trouve que ça finit par cultiver des fantasmes plus ouais, exactement. N'existe pas, quoi, tu vois. Et moi, il y a des Parce gens que c'est pareil, genre ça revient au truc où on t'a payé une partie et pourtant ça veut pas dire que tu vas tout garder, t'as des impôts qui vont passer derrière, etc. Et c'est vrai que moins on en parle en fait et plus on met des barrières style clause de non-divulgation, je sais pas comment on dit en français, plus ça devient horrible. Genre, ça me rappelle l'histoire de quand Squeezie, Cyprien, Norman, etc., ils avaient vendu les parts de leur boîte, je crois à Webedia ou un truc comme ça. C'était genre, mon Dieu, ils ont touché des dizaines de millions d'euros et tout. Parce qu'en fait, personne n'avait les vrais chiffres, à part quelques personnes. Et genre, moi, c'est venu récemment où j'ai appris à peu près combien ils avaient touché, genre chacun. Et je me dis, putain, c'est trop nul qu'on doive attendre aussi longtemps pour voir ces chiffres, alors que ça aurait peut-être pu inspirer genre une dizaine de créateurs du web à faire la même chose en fait, et de se dire bah ouais, s'ils l'ont fait, c'est peut-être possible. Donc voilà, franchement, merci bien de nous faire découvrir un peu nos rapports à l'argent qui sont du coup vachement différents en fait entre nous tous. Ah ça. Donc c'est vachement intéressant. Il y a autant de rapports à l'argent qu'il y a de gens, j'ai l'impression. Mais du coup, pourquoi avoir accepté de vendre Mad à 10% de sa valeur ? En fait, c'est parce qu'il y a un moment donné où quand tu finis par vouloir vendre ta boîte, il est temps de la vendre, en fait. Et il y a un moment donné aussi où la valeur sentimentale que je pouvais y mettre à l'époque, elle a fini par se transformer en une valeur de « Ok, en fait, maintenant, pour moi, il est temps de sortir ». Et j'ai un de mes amis qui est entrepreneur aussi qui m'a dit « Mais on vend toujours trop tard ». Et je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de réussir à... Je crois que si demain je recrée une boîte dans ces conditions-là et que je peux éventuellement revendre, je ferai très attention à pas revendre trop tard. Mais bon, ça c'est mon chemin aussi, quoi. Comme ça qu'on apprend aussi, quoi. C'est tout sûr, à fait. Petite info qui arrive là tout de suite en direct live. Ok. Je sais pas si vous êtes au courant. Aujourd'hui, Lily. c'est les impôts qui prélèvent le tiers. Ouais, voilà. Non, même pas. C'est ceux qui ont pas, je sais pas, qui ont été augmentés en 2020. Maintenant, c'est la source, tout ça. Ouais. C'était aujourd'hui. Eh ben, moi, je croyais avoir été épargné. Puis j'ai regardé mon compte. Et non. Donc voilà. Donc il y aura plus d'abonnement offert ce soir. Hein. Voilà. Je comptais t'en faire un super canard. Je suis désolé. Ah bah oui. Là, on vient de me prélever 160 € là. Du coup, je suis en moins 426. Tiens, d'ailleurs. Ah mais ça c'était le prix de l'abonnement en fait. Hein. Oui, voilà. On parlait justement. Ah bah tiens, moi ils m'ont prélevé mon premier tiers. Et ça c'est pareil. Hein, moi c'est bien parce que j'ai gagné de l'argent. Mais en fait après quand tu sors, tu fais des chécos aux impôts, t'es là. Ah oui. Mais bon. Mal, hein. Ouais, mais non, mais c'est bien. Je trouve que c'est cool. Non, c'est le rapport avec l'argent. Puis on en parlait tout à l'heure. Je sais plus de quoi on dit. C'est bien d'être de gauche, tu sais. C'est que t'as envie de payer tes impôts. Mais en vrai, ça c'est pareil. Les impôts, c'est un truc qui m'a un peu rendu fou. Genre en France, je me rendais pas trop compte de ce que je payais, etc. Et là, je suis arrivé en Irlande et je me suis rendu compte que je payais plus d'impôts que ma boîte, genre sur ma fiche de paye. Et je suis en mode, je la prends au travers de la gorge, quoi. Bon, c'est normal. Hein, c'est comme ça qu'ils ont attiré que l'Irlande a attiré les grosses boîtes en baissant les cotisations sociales, etc. Mais c'est vrai que de voir mon brut et après de voir mon net, t'es en mode
Ah d'accord, ok, super. Genre ça passe vraiment de la charge, les grosses charges qui sont sur les patrons en France où genre c'est x2 où tu vas payer 2000 € et ton salarié il en chope 1000, bah à la limite c'est ce que je paye en impôts en Irlande quoi. C'est vrai que c'est assez fou. J'étais content en France de payer mes impôts. Maintenant en Irlande quand je vois les services des services publics en fait, je suis en mode mais pourquoi je paye des impôts? Genre ça n'a aucun sens. Genre je comprends pas. Donc bref ça a pas mal changé. Alors paradis fiscal Chino, je sais pas si je le mettrais comme ça. En vrai oui, mais faut pas le dire. Et en vrai, ouais, c'est depuis les années 90, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à attirer pas mal de boîtes. Donc c'est pour ça que vous avez toutes les grosses boîtes américaines qui ont leur siège social en fait en Europe, qui sont à Dublin, en Irlande, en République d'Irlande, parce que les impôts sur les entreprises étaient très 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 bas. Maintenant, ils commencent un peu à changer. Mais c'est vrai que il y a aussi un deal avec l'Europe, non? C'est ça? Ouais. C'est comme en fait les Pays-Bas, le Luxembourg et d'autres pays qui se permettent d'avoir des fiscalités différentes. Ça a peut-être changé, hein. Je sais pas si vous avez suivi, là, il y a quelques mois, il parlait dans le G20 de mettre 15% d'imposition sur les entreprises minimum. Donc bon, on verra si c'est comme la COP21 respectée ou juste un petit discours comme ça. Mais c'est vrai que si c'est le cas, ça risque de changer pas mal de choses au niveau des boîtes. Et nous, on le voit déjà en Irlande, hein, franchement. C'est hallucinant les avantages qu'on a en tant qu'employé de grosses boîtes américaines. Mais du coup, c'est vrai que quand on voit ce qu'on paye en impôts, c'est un peu dur, quoi. Mais moi, j'ai une question, mais vous n'avez pas la réponse. Mais pourquoi ils prélèvent à cette heure-là les impôts français alors que t'as pas une thune et que tu éclates ton découverte, tu sais. Voilà. Mais t'étais pas au courant? Non, moi je savais pas. Si, ma femme m'avait dit, fais gaffe. Mais moi je l'écoute pas souvent, ma femme. Non, je déconne, ça c'est une blague. Non, en plus c'est vachement. Franchement, on peut critiquer la France pour plein de trucs, mais franchement le système des impôts. Enfin, si t'as internet et un ordinateur, c'est tellement bien foutu maintenant, quoi. Tu reçois des mails et tout pour te dire, faites gaffe les frères, on va venir vous. Oui, pour le chat aussi, c'est ma femme qui gère ça. Moi je lui fais confiance. Bravo la charge mentale. Par rapport aux autres pays, c'est sûr que la France ça va encore. Ouais, bah oui. Voilà, en vrai. Pareil, un truc dont je m'étais rendu compte, genre c'est vraiment en partant de France, ça n'a pas grand chose à voir avec mon rapport à l'argent, mais je me suis rappelé cette phrase, je sais plus quel américain racontait ça, mais en gros, en tant que Français, on vit au paradis et on pense genre vivre en enfer, et c'est vrai que mes 6 premiers mois à l'étranger, j'étais en mode la France, c'est du pipi, c'est du caca, c'est nul, et en vrai, plus je passe du temps à l'étranger, et plus je me rends compte de la chance qu'on a, et genre pareil, les impôts prélevés à la source, pour moi c'était un changement en 2019, mais quel plaisir, putain, me dire, allez, c'est bon, les avis d'imposition... à la poubelle, même si bon en vrai faut toujours faire attention et tout, mais j'avoue que ça a changé pas mal de choses, et parce que moi je comprenais rien à mon avis d'imposition, et ça c'est je trouve un changement un peu pour le meilleur en vrai, au niveau des impôts, ça me dérange pas trop, tout ce qui est prélèvement à la source, tout ça je trouve c'est pas mal. Mais je fais guignol, je rigole, moi, je suis très content de payer les impôts en tout cas, ça veut dire que ça va pas si mal pour moi. Déjà, de base, tu payes le service public quoi, tu vois. Ah non mais y a pas de souci avec ça, purée. Ah, j'ai dit purée, putain, parce que bon, je l'ai dit du coup. Pardon. Le seul truc qui m'ennuyait avec l'impôt français, c'était de me dire qu'il fallait, la première optimisation fiscale, c'était de trouver quelqu'un, quoi. Trouver, tu veux dire une chérie? Ouais. Ah, mais c'est juste une année ça en plus. Non, mais même pour les parts, quoi. Enfin, après ça dépend combien la chérie gagne, quoi. Mais... Ah bah nous on est cons parce que par contre on n'a pas fait ça nous comme il faut. Nous on est séparés. C'est qu'il faut faire des packs et des machins, des trucs pour bien gérer. Non, nous on ne fait pas. Faut faire des papiers. Ouais, c'est ça. Un grand merci, parce que ça fait 2h30 là qu'on est déjà en train de parler, dites donc. C'est fou, non? Ah mais si tu m'invites moi aussi alors. Bah oui, bah écoute, c'était sympa comme tout.